messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École, une initiative du groupe E-Media Invest qui vous permet de rester chez vous tout en continuant les cours, même si les écoles et universités ont baissé les rideaux. Professeur, monsieur Thiaw, bonsoir. Bonjour. Bonjour alors. Vous êtes professeur de AG au lycée Limamoulaye après avoir fait un cours sur la décolonisation et affirmation du tiers-monde. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur la décolonisation, mais plutôt en Asie, et nous allons parler de l'Inde et de l'Indochine. Il faut dire, professeur, que dans ces deux zones-là, les chemins de la liberté sont parsemés de sang. Bon, peut-être qu'il y a une petite rectification à apporter, oui. Mais auparavant, vous allez me permettre au moins d'avancer quelques mots. Oui. Quelques mots à l'endroit de certaines personnes, parce que après ma première prestation, beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont envoyé donc des SMS. Bon, ce sont des collègues, des amis et beaucoup d'élèves pour magnifier cette belle initiative. Oui. Et je voulais témoigner ça avec vous et partager bien entendu ces encouragements avec vous parce que tout le mérite vous revient. Merci beaucoup. Alors si je reviens à votre question, en fait, il faut nuancer parce que en Asie, il faut reconnaître que les premières décolonisations donc, du tiers-monde ont eu lieu dans l'Asie. Mais il faut dire qu'ici, les chemins empruntés n'ont pas été les mêmes. Oui, oui. Si quelque part il y a eu du sang, d'autre part également, il n'y avait pas donc du sang. Parce qu'il faut savoir un peu nuancer. Parce qu'il s'agit de deux décolonisations qui nous intéressent. La décolonisation de l'Inde, une colonie britannique, et une décolonisation violente dans l'Empire français, plus exactement en Indochine. Alors, pour ce qui est donc de l'Inde... Si je parlais tout à l'heure du sang, c'est même si en Inde la décolonisation est pacifique, mais il y a eu des conflits internes, surtout entre hindous et musulmans. Voilà. Oui. C'est la raison pour laquelle beaucoup disent que même si globalement l'Empire britannique a été libéré d'une manière pacifique, le cas de l'Inde est contestable. Oui, oui. En raison de quelques violences qui ont été orchestrées par-ci et par-là. Oui. Alors je vous rejoins dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais dans les détails, on verra bien. D'accord. Donc nous allons commencer par l'Inde, le premier cas. Et vous parliez tout à l'heure des débuts du nationalisme. Comment la décolonisation s'est déroulée en Inde? En vérité, comme la fois passée nous l'avions dit, les décolonisations se sont opérées du lendemain de la Première Guerre mondiale au surlendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire dans cette fourchette chronologique qu'on peut inscrire entre les années 40 et les années 75. Mais ces décolonisations ont été très précoces en Asie. Et l'Inde constitue un exemple type. Exactement. Maintenant, il faut dire que c'est en 1857 que l'Inde a été militairement conquise, après donc la révolte de Sipahi. Le 19e siècle. Oui, c'est bon. Et après 1857, c'est-à-dire un an après 1858, donc les Anglais se sont attelés également à la mise en place d'une organisation coloniale en vue de mieux maîtriser donc la colonie. Donc tout a commencé à partir de 1858, un an après donc la révolte donc, de Sipahi. Et quand l'Inde a été colonisée militairement, donc la première tâche a consisté maintenant à réorganiser l'empire conquis. Et de ce fait, l'Inde a été transformée en une vice-royauté qui dépendait de la couronne britannique. Et cette Inde était dirigée par un vice-roi ou un gouverneur qui était flanqué de deux conseils. Un conseil législatif et un conseil législatif et un conseil exécutif. Et dans ces conseils exécutifs, au nom de ce qu'on appelle l'indirect rule, c'est-à-dire la politique d'administration indirecte, les princes indiens étaient associés dans la gestion du pouvoir, contrairement à ce qu'on va voir au niveau de l'Empire français. Donc il y avait une association dans la gestion du pouvoir. Mais même s'il y avait une association dans la gestion du pouvoir, force est de constater que l'essentiel du pouvoir était entre les mains donc, des Anglais. Pour dire que les Indiens n'occupaient que donc, des postes secondaires insignifiants sans valeur. Ça a été également une donc, des raisons de la prise de conscience donc, des Indiens. Une prise de conscience qui s'incarne à travers un nationalisme. Un nationalisme qui s'est développé en Inde à l'image de... Et un nationalisme véhiculé par deux personnalités marquantes en Inde. Nous allons peut-être en parler, c'est-à-dire Nehru et Gandhi. Oui, et Gandhi. Oui. Justement, à l'image de tous les pays qui ont été colonisés, le nationalisme a été piloté par
les intellectuels. Et ces intellectuels, comme auparavant nous l'avons dit, ils ont été formés à l'école occidentale. Alors, ils se sont pétris donc des valeurs de démocratie, des valeurs républicaines, des valeurs de justice et de paix sociale. Maintenant, ils ont retourné ces valeurs aux Européens qui les empêchaient d'être libres. C'est dans ce cadre également que je suis d'accord avec vous. Vous citez parmi donc les augustes nationalistes du monde indien, vous avez Gandhi surtout, et Nehru, son disciple. Et comment s'est manifesté ce nationalisme-là? Quelles sont les bases de ce nationalisme? Il est né où pour aller jusqu'où? En fait, il faut dire que le nationalisme indien est né dans un contexte assez particulier. Parce que l'Inde était considérée comme le joyau de l'Empire britannique, oui, c'est-à-dire la perle de l'Empire, en raison des nombreuses ressources dont elle disposait. L'Inde était riche, ses terres étaient riches, mais également son sous-sol était riche. Et ces richesses ne profitaient pas en l'Inde, mais étaient exploitées exclusivement pour servir la métropole occidentale. Oui. Donc, une prise de conscience est née de ça. Des richesses locales qui ne profitent pas aux nationaux, mais aux étrangers. Deuxièmement, c'est peut-être un aspect politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il y avait l'indirect rule, l'essentiel du pouvoir était entre les mains des Indiens. Donc pour dire que le nationalisme indien est né de deux éléments majeurs. Entre les mains des Britanniques. Oui. C'est entre les mains des Britanniques. Les mains des Britanniques, oui. Le nationalisme indien est né donc de deux facteurs essentiels. Ce sont donc des causes économiques, c'est-à-dire un pays qui est exploité pour servir la métropole. Deuxièmement, c'est pour des raisons politiques, c'est-à-dire malgré l'indirect rule, les Indiens n'occupaient que des postes secondaires. Maintenant, cette injustice avait attiré l'attention des nationalistes qui ont voulu mettre fin à cette situation. Un nationalisme qui se déroule dans une société très divisée. L'Inde qui parle de l'Inde parle d'ethnie, de religions qui sont antigoniques. Comment ça se fait? Comment ce nationalisme-là a réussi à fédérer les divergences pour lutter pour une cause commune? C'est vrai que l'Inde est une société très particulière dans la mesure où il existe le système des castes. Et en Inde, il y a donc des marginaux qu'on appelait donc des parias ou donc des intouchables. Cette question également a été portée par Gandhi. Au cours de la leçon, nous allons voir comment Gandhi a mené la lutte pour mettre fin à cette injustice, parce qu'il a toujours défendu l'égalité des hommes devant Dieu et devant la loi. Donc, il y a les débuts du nationalisme. Et les débuts du nationalisme, vous l'aviez dit, les causes sont sociales, mais aussi elles sont politiques. Mais il y a également les campagnes de désobéissance. Est-ce qu'on accélère un peu le cours ou bien on reste sur le nationalisme actuellement? Oui, vous allez me permettre d'abord de continuer sur le nationalisme. Allez-y. Et voulant mettre fin à cette injustice coloniale, deux partis politiques ont été créés. Oui. Et le premier parti politique indien qui a été mis en place date de 1885. Et ce parti politique est appelé l'Indian National Congress, ou le Parti du Congrès. C'était un parti purement hindou, comme vous l'avez dit. Il y avait une certaine division au niveau religieux et au niveau social. C'était un parti exclusivement constitué donc de hindous. C'était en 1885. Maintenant, plus tard, en 1906, un autre parti politique est créé qu'on appelle la Ligue musulmane. Oui. Donc la Ligue musulmane, d'obéissance musulmane, dont le leader a été sans doute, comment il s'appelle, Mohamed Ali Jinnah. Donc ce sont au début, ces deux partis politiques, même incarnant deux religions différentes, ont cheminé ensemble. Au début, le nationalisme indien constituait à réclamer strictement l'égalité. La question de l'autonomie n'a pas été encore agitée. C'est plus tard que l'indépendance a été au devant des revendications. Mais au début, c'était une dynamique unitaire de lutte entre musulmans et hindous. Oui, et après ce nationalisme-là, on va vers les campagnes de désobéissance civile entamées par Gandhi, c'est ça? Maintenant, pour comprendre ces campagnes de désobéissance civile, on peut voir ce qui a précédé. En vérité, lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de 1914 à 1918, l'Inde avait participé à l'effort de guerre. Exactement. Et l'Inde a fourni 1,3 million de soldats pour soutenir donc la Grande-Bretagne. C'est énorme. Oui, énorme. L'Inde également a fourni énormément de vivres.
Parce que la métropole anglaise ne pouvait pas tenir durant la Seconde Guerre mondiale. L'économie était à genoux. Il fallait faire appel aux colonies dans un cadre de soutien. On appelle ça l'effort de guerre. L'effort de guerre également a consisté à convoyer beaucoup d'argent collecté au niveau donc, des colonies. Et l'Inde a répondu favorablement pour soutenir donc, la métropole anglaise. Maintenant, l'effort de guerre était donné moyennant également des promesses. L'Angleterre avait promis des réformes pour alléger un peu la souffrance donc, des Anglais. Ainsi, le vice-roi Lord Montagu, en 1919, tout juste après la Première Guerre mondiale, a mis en œuvre un ensemble de réformes. Et ces réformes ont constitué à quoi? À augmenter le nombre d'Indiens dans la gestion du pouvoir. C'est-à-dire l'implication donc, des Indiens dans le pouvoir. Mais à leur grande surprise, les Indiens ont été insatisfaits. Vu ce qu'ils ont donné en hommes, en vivres et en argent, ils ont jugé que ces réformes étaient insuffisantes. Raison pour laquelle, en guise de protestation, ils se sont soulevés et malheureusement, l'administration coloniale anglaise a réprimé. Et le général Dyer a fait tirer sur la foule, occasionnant plus de 400 morts. Alors voilà un élément qui montre et qui atteste que la décolonisation de l'Inde n'a pas été totalement pacifique. Même si on dit que l'Empire britannique a été libéré de manière... La nuance est importante. Voilà. Donc les événements donc, de Amritsar dans le Pendjab montrent que la décolonisation de l'Inde n'a pas été totalement pacifique. Le caractère pacifique est à discuter. Maintenant, c'est dans ce contexte que les campagnes de désobéissance civile ont été introduites par Gandhi. Mais il ne l'a pas créé. Le concept de désobéissance civile, j'y arrive. Justement, en vérité, l'apôtre de la campagne de désobéissance civile ou du boycott ou de la non-violence, c'est sans doute un Russe appelé Thomas Tolstoï. Et de lui, Gandhi s'est inspiré, et plus tard Martin Luther King, pasteur noir américain, s'est inspiré des deux. Donc Gandhi n'a fait que relayer des idées qui ont été développées bien avant lui. Et une idéologie qui a réussi en Inde parce que les Britanniques en ont souffert. Oui, les Britanniques en ont souffert, mais malheureusement vers la fin, Gandhi n'a pas été bien récompensé. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il sera assassiné. Oui. Je pense que pour avoir donné tout de son mieux, il méritait plus qu'un assassinat. Mais on l'a assassiné le 30 janvier 1948. Et il y a des causes transversales quand on prend le tiers-monde, et même si en Inde, il y a d'abord un espoir qui est cassé, un espoir, comme quand on prend exemple des tirailleurs sénégalais, il y avait l'espoir des primes qui n'ont pas été payées, des tirailleurs vont être massacrés. En Inde également, vous venez de le dire, il y a un espoir, l'espoir qui était né dans l'effort de guerre qui a été envoyé par l'autorité indienne, mais malheureusement, en retour, il n'y a pas eu gain de cause. Il y a un désespoir créé par les colonisateurs, même si c'est différent entre les deux entités. Dans le tiers-monde, il y a l'Empire français, ici, il y a l'Empire britannique, mais les causes transversales, c'est le désespoir. Oui, effectivement, parce qu'en fait, beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Parce que donc, les Africains et les Asiatiques ont combattu en Europe dans une guerre qui ne les regardait pas directement. Ils étaient venus en tant que secouristes, en tant que sapeurs-pompiers. Mais à leur grande surprise, les promesses n'ont pas été tenues. Et ce qui est valable en Inde est valable également pour l'AOF. Parce que nos tirailleurs également, qui sont allés en Europe, qui ont soutenu donc la France, qui l'ont libéré, à leur grande surprise, ils n'ont été très déçus par la récompense. Au lieu donc de payer des salaires égaux, donc l'administration coloniale a voulu diminuer les primes que les tirailleurs devaient recevoir. C'est à peu près donc le même scénario qu'on a retrouvé en Inde. Même si ce n'est pas des questions donc, de primes, mais quand même, les réformes n'ont pas été à la hauteur donc, de la tâche abattue par donc, les soldats indiens. Professeur, restons sur les deux personnages principaux qui ont lutté pour l'indépendance en Inde. Gandhi d'abord, un personnage central. Qui est Gandhi? Bon, Gandhi, il est né en 1869 et il est mort en 1948 à la suite d'un assassinat. Mais
Gandhi, de par sa profession, était un juriste, un avocat. Un avocat qui a servi au barreau de Londres. Et à l'époque, quelqu'un qui venait donc des colonies, qui avait donc la hauteur donc de ses confrères avocats en Occident, ce n'était pas n'importe qui. Gandhi également était un grand humaniste. Il a séjourné également en Afrique du Sud. Et vers la fin donc, du siècle, il y avait des guerres, ce qu'on appelle les guerres anglo-boers, les boers, c'est-à-dire donc les blancs de l'Afrique du Sud. Alors, lors de cette guerre, Gandhi, en tant qu'humaniste, s'était engagé volontairement dans le corps des brancardiers pour soutenir les blouses blanches, comme on le dit, les médecins. Pas comme médecin, mais comme un brancardier. Il s'est donné corps et âme pour les aider à sauver donc des vies humaines. C'est pour vous montrer donc le caractère humain donc de Gandhi. Et c'est en 1915 que Gandhi a quitté l'Afrique du Sud pour regagner son Inde natale. Et 1915-1919, donc les massacres d'Amritsar ont eu lieu. Son peuple a été martyrisé, son peuple à la suite donc, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est dans ce contexte que Gandhi a décidé d'entrer dans l'action politique. Et il préconise de développer, d'utiliser des moyens pacifiques, des moyens légaux, des moyens non violents. Et ces moyens tournent autour des campagnes de désobéissance civile. Et ces campagnes de désobéissance civile, ce qui les sous-tend, c'était que Gandhi a pensé qu'il avait raison, que l'administration coloniale matériellement était plus forte, oui. était plus armée. Alors il a demandé tout simplement aux Indiens de se rallier à ces directives qui consistaient à boycotter toute collaboration avec le système colonial. Boycotter les institutions, j'ai parlé des écoles, des tribunaux, boycotter également dans les marchandises anglaises et refuser de payer l'impôt. En le faisant, le parti donc, du Congrès a adhéré sans état d'âme. Et par conséquent, le résultat, c'est que l'administration coloniale, la vie politique a été paralysée par l'action de Gandhi. Et d'ailleurs, Gandhi a théorisé un peu donc, la non-violence à travers quelques mots, en disant que la non-violence, c'est une arme qui ne peut pas rouiller. Oui. C'est une arme qu'on ne peut pas voler. Et c'est une arme qui est plus efficace que la dernière mitrailleuse qui a été créée par l'Occident. Il s'agit donc de refuser toute collaboration. Et c'est la raison pour laquelle, en paralysant la vie politique, économique donc, de l'Inde, donc il a fini par être accusé donc, de troubles à l'ordre public. Raison pour laquelle, en 1922, il a été arrêté, emprisonné pour 6 ans. Mais en vérité, il a été libéré plus tôt en 1924. Donc il a fait 24. La raison de sa libération précoce est très simple. Parce que les colonisateurs avaient pensé que si la tête de la résistance est éliminée, donc automatiquement, elle allait s'estomper. Mais l'arrestation de Gandhi a essoufflé donc, le mouvement qui a été pris en charge par Nehru, son disciple. Et au-delà des campagnes de désobéissance civile qui ont été encore répétées et accélérées, une autre revendication également a été rajoutée. C'était dans la libération donc, de Gandhi sans condition. Et ce même Gandhi, en prison, continuait à faire la résistance à travers le jeûne. Peut-être c'est ce que nous appelons ici grève de la faim. Oui. Alors finalement, Gandhi constituait une braise entre les mains des Occidentaux, il fallait le libérer. Et quelqu'un qui arrivait à convaincre son peuple par son discours, et par son discours, ce qu'on appelle un guide, il était un peu le prophète parmi son peuple. Oui, il était tellement prophète, déifié à la limite, qu'on l'appelait donc le Bapu. Le Bapu pour dire donc le père de la nation. On l'appelait également le Mahatma, c'est-à-dire la grande âme. C'est pour montrer donc cette figure emblématique et tout le respect que les Indiens entouraient Gandhi. Et quelqu'un qui a réussi également sa communication dans la forme comme dans le fond, parce que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, c'est quelqu'un qui ne s'est pas détaché de son peuple. Non, pas du tout, il ne s'est pas, il s'est engagé. Il s'est engagé. Il s'est engagé à tous les niveaux. Oui. D'ailleurs, pour vous donner une illustration par rapport à ça, quand il a demandé aux Indiens de boycotter donc, les marchandises anglaises, c'est à partir de cette période que Gandhi a décidé de ne plus s'habiller à l'européenne. C'est ça.
Et il a commencé maintenant à mettre donc le tissu blanc. C'est ça. Et il a demandé en même temps aux Indiens de retourner au tissage et de consommer local. Donc il a été un exemple. Il a pris l'exemple et il a incarné même l'exemple. Et cet exemple-là qui fait tache d'huile en Inde parce que les coutumes, les habitudes restent, restent les mêmes arguments développés par Gandhi, c'est-à-dire consommer local, c'est-à-dire s'enraciner, mais avant de s'ouvrir d'abord. Oui, oui, je peux comprendre ça parce que jusqu'à présent, l'Inde est devenu un pays, non seulement un côté cotonnier, mais un grand pays qui consomme d'abord local. Oui. Et il y a Gandhi, il y a également Nehru. Et Nehru, qu'est-ce qu'il a représenté dans ce combat? Bon, Nehru, il a été le second, il a été le disciple donc il a été donc le disciple donc de Gandhi. Oui. Alors quand Gandhi a été arrêté, parce que Gandhi n'a pas été arrêté une seule fois, il a été arrêté en 1922, libéré en 1924, il a été arrêté en avril 1930, à la suite de la marche donc du sel. Parce qu'en 1930, Gandhi avait organisé donc la marche du sel. Et cette marche a consisté à quoi? À refuser, c'était une manière donc de contester le monopole de la vente donc du sel qui était exclusivement entre les mains donc des Anglais. Et en guise de riposte, Gandhi avait organisé cette marche donc du sel le long de la plage. Alors, et à nouveau, il a été arrêté en 1930 et libéré un an après. Et pendant cette période d'emprisonnement de Gandhi, le mouvement a été pris en charge par Nehru. Oui. Donc il a été toujours aux côtés donc, de Gandhi. Alors, et autre chose également, après, en 1900, quand l'Inde a pris son indépendance, Nehru a été donc le premier président et le premier ministre de l'Inde indépendante. Oui. Et il y a, après ces deux figures, la partition de l'indépendance. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, il faut montrer également le contexte dans lequel la partition a eu lieu. Oui. En vérité, du début du nationalisme jusqu'au vers la Seconde Guerre mondiale, il y avait une dynamique unitaire. Le Parti du Congrès et la Ligue musulmane menaient un combat unique, mais chapeauté par Gandhi. C'est la raison pour laquelle on ne sentait pas seulement donc, la Ligue musulmane. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, donc, il y aura une fracture du nationalisme. Parce que de 1939 à 1945, l'Inde, la Grande-Bretagne du moins, avait à nouveau demandé à l'Inde de participer à l'effort de guerre. Ce que le Parti du Congrès a refusé et ce que les musulmans ont accepté. Donc, le premier élément de rupture a été la participation à l'effort de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Si les hindous avaient accepté, avaient refusé, les musulmans avaient accepté. L'autre élément également, Mohamed Ali Jinnah avait constaté qu'il était noyé. Même s'il n'avait pas dit ça, c'est ce que l'histoire dit. Il était noyé par Gandhi. Et il savait que dans ces conditions, si l'indépendance est acquise, les musulmans auraient peu de chances d'assumer donc des responsabilités. Raison pour laquelle en 1940, il a demandé le regroupement des provinces musulmanes pour aller seul vers l'indépendance. Voilà donc les deux causes fondamentales qui ont été à la rupture entre le nationalisme, disons, hindou et le nationalisme musulman. Et quelles sont les conséquences de ces ruptures-là? C'est la division entre l'Indochine et l'Inde? Oui, avant de parler de ça, d'abord les conditions de la rupture. De parler un peu donc des causes. Maintenant, les conditions de la rupture, c'est que en 1946, l'Inde, disons, après la Seconde Guerre mondiale, les travaillistes sont arrivés au pouvoir au niveau de la Grande-Bretagne, avec Clément Attlee. C'est le Parti socialiste, en quelque sorte anglais. Et après 1945, les Anglais étaient réalistes, étaient pragmatiques. Et ils savaient que l'heure n'est plus au maintien des colonies, qui constitue une charge, mais l'heure est à la reconstruction nationale. L'Angleterre était déjà dévastée par la guerre. Et quand les nationalistes sont arrivés au pouvoir, ils ont constaté que la dynamique unitaire n'est plus possible. Entre hindous et musulmans, ils ne peuvent plus être ensemble. Alors il a proposé un plan de partition. Et auparavant même, entre 1946 et 1947. Donc ces deux mêlées, ces divergences ont conduit à une lourde guerre civile entre 1946 et 1947. Et cette guerre civile a occasionné donc énormément de pertes humaines.
Alors, tirons les conclusions de tout ce qui s'est passé. Donc, un plan de partition a été formulé et a été dirigé par Lord Mountbatten, parce qu'il a constaté qu'il n'est plus possible que les deux entités soient ensemble. Et ce plan de partition, qu'on appelle le PUL d'indépendance, a été formulé le 3 juin 1947 et a abouti le 15 août 1947 à l'indépendance de l'Inde. Mais c'est une indépendance dans la division. L'Inde sera cassée en 2 États. Et ces 2 États, c'est d'abord le Pakistan. Le Pakistan qui était constitué de 2 morceaux, le Pakistan oriental et le Pakistan occidental, séparés de 1700 km par l'Inde. Et ensuite, vous avez également l'Union indienne. Donc c'est une division et il faut attendre 1971 pour que le Pakistan oriental devienne le Bangladesh. Donc après l'indépendance, l'Inde s'est cassée en 2 États. Le Pakistan, constitué de 2 morceaux, et l'Union indienne. En 1971, le Pakistan oriental s'est détaché encore pour devenir le Bangladesh. Finalement, donc, nous avons une indépendance dans la division, donnant naissance à 3 États. Le Pakistan, l'Union indienne et le Bangladesh en 1971. S'il n'y avait pas cette division, l'Inde pouvait être une puissance démographique énorme. Oui, énorme. Une très plus grande puissance. Parce qu'au moment où nous parlons, les Indiens je parle de l'Union indienne seulement, oui, regroupe une population donc de 1,3 milliard d'individus. Après l'Inde, c'est le pays le plus peuplé. Si on y ajoutait également la population pakistanaise et de Bangladesh, imaginez, ça serait véritablement un volume. Qui est détenteur d'une bombe atomique, vous voyez un peu la puissance militaire aussi démographique et militaire. Nous allons attaquer la décolonisation en Indochine, une décolonisation, il faut le dire, qui a été violente, très violente même. Oui, véritablement violente, parce qu'ici, la décolonisation, cette leçon, je vais vous dire, est le résumé de 2 types de décolonisation. Oui. Une dans l'Empire britannique, l'Inde, qualifiée donc de pacifique, mais entre guillemets, et une dans l'Empire français, c'est l'Indochine, qui a été une décolonisation purement violente. Maintenant, l'Indochine coloniale, ou l'Indochine française, a été définitivement conquise à partir de 1887. Et cette Indochine coloniale française était constituée donc de 5 territoires. Et ces 5 territoires étaient la colonie de Cochinchine, et les 4 autres, c'était donc des protectorats. C'est l'Annam, le Tonkin, vous avez également le Cambodge. Ces 3 formaient ce qu'on appelle le Vietnam. Et à côté donc du Vietnam, vous avez le Laos et le Cambodge. Alors, et tous ces 5 territoires étaient colonisés par la France. Et ce que l'Indochine représentait pour la France, c'est ce que l'Inde représentait pour les Britanniques, c'est-à-dire le joyau de l'Empire. Parce que l'Indochine également était d'une richesse et avait énormément de potentialités humaines et de potentialités économiques qui ne profitaient qu'à la France. Mais il s'est trouvé que le début du nationalisme indo-chinois est situé dans un contexte assez particulier. En vérité, comme tous les autres colonies, en 1930, il a été créé un mouvement nationaliste qu'on appelle le Parti communiste indo-chinois. Et en 1941, ce mouvement est devenu le Viet Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, dont l'apôtre a été Ho Chi Minh. Alors, et l'objectif c'était quoi? Dénoncer la colonisation et prendre l'indépendance. Alors, maintenant, on sait qu'entre 1940 et 1941, la France a été occupée par les nazis. Nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale. La France a été occupée. Et pendant cette période, pour se consacrer à sa libération, la France a fait appel à toutes ces unités militaires qui étaient éparpillées dans le monde jusqu'au Sénégal. La France a rapatrié toutes ses armées. Donc finalement, la France a laissé un vide en Indochine entre 1940 et 1944 pour se consacrer à sa propre libération. Maintenant, ce vide laissé par la France a été occupé par le Japon. Le Japon s'est infiltré et a occupé donc le pays. Oui. Alors, maintenant, quand la guerre s'est terminée, la Seconde Guerre mondiale, la France a voulu faire un comeback, ou un turn-back, c'est-à-dire un retour. Alors, et on sait qu'auparavant, le 2 septembre 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Le Japon qui a été atomisé s'est retiré de la guerre, s'est retiré de l'Indochine, s'est retiré également de la Chine. Et le même jour, le 2 septembre, Ho Chi Minh avait proclamé l'indépendance donc du Vietnam, oui, en mettant la France devant le fait accompli. Maintenant, pour revenir dans sa colonie, entre guillemets, la France a envoyé l'amiral Thierry d'Argentlieu et le général Leclerc. Le général Leclerc qui porte le nom d'un camp militaire. Oui. Et l'objectif, c'était quoi? Utiliser la diplomatie, et au cas où il y a échec, que l'armée puisse sévir. Alors, Thierry d'Argentlieu avait entamé des négociations pour repositionner donc la France dans une terre qui est déjà déclarée indépendante. Et le 6 mars 1946, des accords ont été signés entre la France et le Vietnam. On les appelle donc les accords de Saint-Denis-Ho Chi Minh, ou les accords franco-vietnamiens. Ces accords, oui, ont reconnu le Vietnam comme un État indépendant, mais tout en restant dans l'Union française. Parce que nous sommes en 1946 et une loi a été votée en France et les Français sont passés de l'Empire français à l'Union française. On ne parle plus de l'Empire français, mais on parle de l'Union française. Et l'Union française, c'est la France plus les ex-colonies. Les colonies deviennent ce qu'on appelle donc les territoires d'outre-mer. Donc, alors, cet accord a été très mal interprété. Pour les Français, le Vietnam est toujours sous la direction de la France. Parce que le président de la France était le président de l'Union française. Oui. Alors que pour Ho Chi Minh, l'accord est purement un accord bilatéral entre deux pays indépendants, la France et le Vietnam. Donc, raison pour laquelle il y a eu une double lecture. Oui, surtout. Une double lecture. L'accord a été torpillé. Et Thierry d'Argentlieu également a fait pire parce qu'il a utilisé la politique du diviser pour mieux régner. Des élections étaient prévues pour décider de la Cochinchine. Mais malheureusement, au lieu donc du référendum prévu, Thierry d'Argentlieu a fait proclamer l'indépendance de la Cochinchine. Et nous allons rapidement parler de cette guerre de libération. On va un peu accélérer. Une guerre de libération qui a même inspiré les cinéphiles, la guerre de libération. Une guerre qui inspire beaucoup, surtout ceux qui ont été colonisés, parce que c'est une guerre où la France a eu plusieurs pertes. Oui, justement. Bon, avant de parler un peu de la guerre, retenons que toutes les négociations qui ont été entamées ont échoué. Donc il y a échec de toutes les négociations. Il fallait utiliser l'armée. Alors maintenant, la guerre de libération a été déclenchée par rapport à un contexte particulier. Toutes les négociations ont échoué. Donc la voie diplomatique avait échoué. Il restait maintenant la voie armée. Et cette décolonisation violente a été déclenchée à la suite de deux événements. Le 23 novembre 1946, les Français ont attaqué la ville de Haiphong. Et le 19 également de la même année, donc les Français ont subi également un revers. Alors c'est à partir de ces événements que la guerre a réellement commencé. Et cette guerre, on peut la situer entre 1946 et 1954. Donc c'est la guerre de libération. Maintenant, le contexte de cette guerre, c'était une guerre de décolonisation. Parce que c'est une guerre de décolonisation dans un contexte de guerre froide. Oui. C'est la France qui veut continuer la mainmise coloniale contre Ho Chi Minh ou le Viet Chi Minh qui veut aller vers l'indépendance. Alors pendant cette guerre, la France a été soutenue par par les États-Unis. De l'autre côté, l'Union soviétique a apporté son appui au Ho Chi Minh. Et cette guerre a duré jusqu'en 1954. Et malgré le soutien de la plus grande puissance aux côtés de la France, malgré le soutien également des tirailleurs, parce que les tirailleurs sénégalais ont soutenu la France contre le Vietnam. La Légion nord-africaine, ce sont les soldats donc, du Maghreb, ont soutenu également donc, la France. Et le Viet Chi Minh n'a eu que le soutien extérieur donc, de l'Union soviétique. Donc si on regarde bien,
Mathématiquement parlant, les rapports de force, on dirait qu'ils étaient beaucoup plus favorables pour la France. Mais malgré tout, la France a été battue le 7 mai 1954 à Djenbenfou. Il y a la réalité du terrain. Oui, justement. C'est la maîtrise du terrain qui a fait donc la différence, parce que les Vietnamiens ont évité les combats corps à corps. Oui, et ont utilisé des guet-apens, des embuscades. Et le 7 mai 1954, donc les positions tenues par 12 000 Français sont tombées. Et ce qui a amené donc la France à entamer des négociations. Et ces négociations, c'est sans doute les accords de Genève qui ont été signés du 20 au 21 juillet 1954. La France a mis fin à sa phase vietnamienne, s'est retirée et a reconnu l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Oui. En fin de compte, ce que j'ai, pour conclure tout simplement, je dirais que la décolonisation en Asie résume les deux formes de décolonisation pacifique, mais discutable en Inde et violente en Indochine. Et ces deux décolonisations également ont fini dans la partition. Parce que en Inde, nous avons Inde, Indochine, et au Vietnam, plus tard, vous allez, après l'indépendance, le pays sera divisé en deux. Vietnam du Nord communiste et Vietnam donc, du Sud capitaliste. Maintenant, ce qui va lancer plus tard la guerre donc, du Vietnam entre 1964 et 1975, qui a été une manifestation de la rivalité Est-Ouest. Et nous aurons l'opportunité de parler de ces guerres-là. Merci pour ce rappel historique, un rappel passionnant qui concerne la décolonisation en Inde, mais également en Indochine. Professeur, merci beaucoup. Merci. Je donne rendez-vous également demain aux élèves dans e-école. Les cours continuent. Demain, le français va prendre le relais sur ITV et ne le ratez surtout pas.